l'equity, ce sont les actions privées. Voilà, si je fais une traduction toute simple, ça reste une classe d'actifs relativement confidentielle, malheureusement largement inexploitée, enfin en tout cas non mise en valeur en France. On est des vilains petits canards, mais les vilains petits canards de l'éducation financière en France, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qu'on met, c'est pas quelque chose qu'on met vraiment en avant. Les Américains font ça beaucoup mieux que nous, les Anglo-Saxons aussi. Nous, notre métier, c'est effectivement vous faire partager ce qui nous semble intéressant et en tout cas découvrir aussi certaines classes d'actifs. Déjà, pour pouvoir expliquer, enfin peut-être avant même d'expliquer les grandes tendances, je pense que c'est important de rentrer vraiment dans la sémantique et expliquer le métier en tant que tel. En fait, comment est-ce que ça se... Enfin concrètement, c'est quoi le private equity? Le private equity, c'est l'investissement dans des sociétés non cotées, d'accord? Et à la différence du côté, l'idée, c'est vraiment de s'investir de façon assez importante dans ces sociétés. Comment est-ce qu'on s'investit de façon importante dans une société? Le premier levier, bien évidemment, c'est celui du financier. C'est un point important. En fait, en private equity, généralement, on passe par l'intermédiaire de fonds, ou alors vous avez également des personnes qui s'appellent des business angels qui peuvent intervenir et qui investissent directement en direct leur argent dans des sociétés en particulier, donc qui ne sont pas accessibles par la bourse, vous l'aurez compris. Et en fait, la particularité, c'est que cet argent, il va servir à financer directement ces sociétés. À l'opposé du public equity, donc des sociétés cotées en bourse. Lorsque vous faites justement des marchés cotés, lorsque vous connectez à votre courtier Boursorama ou autre, et que vous achetez des actions par exemple du groupe LVMH, en fait vous n'avez à aucun moment financé la société LVMH par exemple, puisqu'elle a été financée à l'IPO, donc à l'introduction en bourse, c'est-à-dire au primaire. Et en fait, lorsque vous connectez chez votre boursier et que vous échangez, que vous achetez des titres au sein de votre compte titre ou de votre PEA, en réalité, vous ne faites qu'échanger des titres au secondaire. Ce qui n'est pas le cas du private equity. Le private equity, lorsqu'un investissement est fait, vous avez une véritable prise de participation dans une société qui est réalisée. D'accord? Donc, cet argent qui est le vôtre va servir directement à financer les sociétés considérées. Le deuxième point, c'est que vous avez également, en fait, plusieurs effets de levier. D'accord? Lorsque vous faites, encore une fois, je me permets, du coup, cette comparaison avec l'industrie du côté que je connais un petit peu. Lorsque vous faites justement lorsque vous investissez dans des sociétés qui sont cotées en bourse, vous ne participez pas à la constitution de valeur d'une entreprise. Je prends toujours cet exemple qui peut faire parfois un petit peu sourire, mais je reprends mon exemple donc du groupe LVMH. Vous achetez des actions du groupe LVMH au sein de votre PEA, très bien, vous êtes copropriétaire du groupe LVMH, félicitations, mais c'est pas pour autant que vous serez en capacité, lors d'une assemblée générale, de venir taper sur l'épaule de Bernard Arnault et de lui dire je suis pas d'accord avec la direction commerciale qui est prise et il faut changer cela, mon petit Bernard. C'est pas comme ça que ça marche. En private equity, justement, la tendance est peut-être un petit peu différente. C'est justement ce que les fonds et justement ce que les sociétés vont chercher à faire. C'est-à-dire que lorsqu'on investit en private equity, par l'intermédiaire de fonds notamment, ce que nous on peut faire, ce que vous faites, eh bien en fait, le but de ces fonds, ça va être de prendre des participations majoritaires dans des sociétés pour pouvoir les transformer avec plusieurs effets de levier. Le premier effet de levier, donc on l'a vu, c'est le financier, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être des effectifs qui vont être apportés. Ça peut être des moyens techniques. Ça peut être une plateforme réglementaire. Ça peut être également, pourquoi pas, des ressources digitales, un accompagnement stratégique de marketing, pourquoi pas également financier pour structurer la gouvernance d'une société. Bref, il y a énormément de leviers de création de valeur au sein du private equity par rapport justement à l'industrie du côté. Et c'est ce qui explique la surperformance structurelle de cette industrie par rapport justement à l'industrie du côté. Donc ici, je me permets de dérouler quelques slides, mais vous avez la différence de performance entre un indice, entre guillemets, représentatif de l'industrie mondiale du private equity, que vous voyez ici en turquoise, et la performance cumulée, donc sur plusieurs horizons de temps, bien évidemment, cette fois-ci du MSCI World, qui est en quelque sorte l'indice représentatif des performances des sociétés cotées en bourse sur le long terme, d'accord, et au niveau mondial. Et en fait, ici, ce qu'on voit, eh bien, c'est justement une surperformance qui est assez structurelle de la classe d'actifs du private equity par rapport aux autres classes d'actifs. Altarox, c'est avant tout deux messieurs, Maurice Chéniaud et Frédéric Stolla. Ces messieurs ont un parcours, une expérience assez extensive dans le domaine du private equity. Donc en fait, Maurice Chéniaud, c'est le fondateur de Apax, qui est un des plus beaux fonds de private equity en France. C'est une société qu'il a lancée en 1972,
d'accord? Donc ça remonte un petit peu, et qu'il a développé pendant 50 ans. Donc en fait, Maurice, il a un parcours aussi linéaire qu'exceptionnel, j'ai envie de dire, puisque il a créé, après avoir été diplômé d'Harvard et de Stanford, en fait, il est rentré, et il a créé Apax, donc avec 2 cofondateurs, qu'il a développé pendant 50 ans, et il a quitté la structure en 2020 pour pouvoir justement créer Altaroc. Et Altaroc, il l'a créé avec Frédéric Stollard, qui a 30 ans d'expérience en private equity et qui a commencé et a fait ses armes auprès de Maurice, donc chez Apax, qui par la suite a développé le bureau européen de Warburg Pincus, qui est un fonds d'investissement américain où il a développé l'intégralité du bureau européen, avant de fonder Sagard, qui est également un fonds d'investissement, cette fois-ci français, spécialisé sur les entreprises françaises, plutôt sur du mid-cap, donc des sociétés de taille intermédiaire, qu'il a développé pendant 19 ans, avant de quitter la structure pour pouvoir cofonder avec Maurice, Altaroc. Pourquoi est-ce que ces 2 personnes se sont associées et quelle est la raison d'être, entre guillemets, d'Altaroc? En fait, l'idée, ça a été d'institutionnaliser le private equity aux particuliers. Et je fais bien attention à ce que je dis, hein. Je ne parle pas de démocratisation du private equity, mais je parle bien d'institutionnalisation du private equity des particuliers. Parce que, si je dois être tout à fait transparent, Philippe est tout à fait sincère, le private equity, il existait déjà avant, hein. Dans les années 2000, dans les années 2010, il existait déjà avant. Mais par contre, ce qu'on voyait, c'est que on était sur une qualité d'offre qui parfois était quand même assez hétérogène. Et en fait, l'idée d'Altaroc, ça a été vraiment de pouvoir offrir aux particuliers, de les faire monter, entre guillemets, au niveau des institutionnels en proposant l'accès à des fonds d'investissement qui sont de qualité 5 étoiles, qualité Ligue des Champions. Voilà. Altaroc, c'est pas non plus que 2 hommes, hein, donc on est une équipe. Altaroc, aujourd'hui, c'est une 40aine de personnes, d'accord, avec des personnes clés à chacun des postes clés du dispositif, donc qui ont tous plus de 20 ans d'expérience sur justement les postes qui nous intéressent les plus, hein, que ce soit en direction financière, à la direction des opérations, la direction digitale, parce que c'est vraiment très très présent dans notre ADN, le côté digital. Altaroc, c'est 1 milliard d'euros d'encours sous gestion, c'est 3 millésimes, c'est des performances qui aujourd'hui sont entre plus 5 et plus 20% en fonction des millésimes, sachant que le millésime le plus ancien a été lancé en 2021 et que grosso modo on vise à peu près 1,7 fois la mise, ce qui correspond à 13% de performance annuelle. Et donc voilà à peu près, si tu veux, ce qu'est Altaroc et pourquoi travailler avec Altaroc. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Altaroc, c'est vraiment une offre clé en main de private equity qui vous permet en fait d'accéder sans effort à un portefeuille construit de 150 sociétés à peu près, hein, qui sont sociétés en top croissance, qui sont de magnifiques sociétés. Je peux vous citer, mais après, je pourrais vous faire également quelques cas d'investissement, mais je peux vous citer Vinted, je peux vous citer Back Market, je peux vous citer Cézanne, la marque de vêtements, je peux vous citer Breitling, je peux vous citer Panzani, la marque de pâtes. Donc voilà, on accompagne vraiment des sociétés, si vous voulez, qui parlent à tout le monde, des sociétés en forte croissance et toutes rentables. Et ça, eh bien, on vous le met à disposition et on met, Philippe, à la disposition de tes clients par l'interface d'Altaroc. Voilà. Ok. Et juste rapidement, parce que oui, ok, mais comment se situe Altaroc sur le marché aujourd'hui et pourquoi Altaroc aurait accès, entre guillemets, à des meilleurs gérants que le reste des sociétés de gestion? Ok. C'est vraiment grâce, pour le coup, au réseau et à l'interface de Maurice Chéniaud. En fait, Maurice Chéniaud, il a une société qui s'appelle Altamir. C'est une société qui est en quelque sorte sa holding financière cotée en bourse, hein, qui a des capacités financières très importantes et qui va souscrire dans chacun des millésimes Altaroc pour 300 millions d'euros. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, ces 300 millions d'euros, en réalité, c'est en quelque sorte une avance sur trésorerie. Et cette trésorerie, elle va nous permettre d'aller chercher justement ces fonds qui sont des fonds stars, hein, bien souvent, qui sont des fonds qui sont ultra performants, généralement qui ont réalisé plus de 15% de performance historique sur 20-30 ans, et des fonds qui sont totalement sursouscrits. Donc, les investisseurs des millésimes précédents, en fait, resouscrivent au millésime d'après, etc. Donc, en fait, c'est très difficile de trouver de la place. Et en fait, la raison pour laquelle nous, on y parvient, c'est parce que grâce à Maurice et grâce notamment à Altamir, on a en fait cette capacité de déployer en début de millésime 300 millions d'euros. Donc, je m'explique. En fait, ça revient. Donc, mettons par exemple, Philippe, toi, tu es gérant d'un fonds d'investissement dans lequel on souhaite souscrire. Je viens te voir en te disant, écoute, Philippe, je souhaite souscrire dans ton fonds à hauteur de 40, 60, 80 millions d'euros. D'accord? Et voilà le chèque. J'ai le chèque en main. J'ai les 300 millions d'euros. D'accord? Donc, concrètement, c'est comme si, j'aime bien faire un parallèle avec l'immobilier. C'est, imaginons, tu as un appartement ou un immeuble à vendre, d'accord? Tu as un premier acheteur qui, lui, a besoin
de générer des liquidités, qui a besoin d'aller voir sa banque, de potentiellement avoir le prêt, etc., etc. Ou alors tu as un deuxième acheteur qui vient te voir et qui te dit, bah, moi, ton appartement, je te l'achète cash. Tu vas forcément vendre à la personne qui te l'achète cash. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bah, c'est la situation dans laquelle nous, grâce à Altamir, grâce à l'interface d'Altamir, on parvient justement à se trouver chaque année dans la construction de nos millésimes, et ce qui nous permet justement de sécuriser les places dans de très 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 beaux fonds d'investissement auxquels nos confrères peuvent ne pas forcément avoir accès à ce stade. Et je terminerai par dire que Maurice investit à titre personnel largement, enfin une large partie de sa fortune. Il investit 30 millions d'euros par an dans chacun des millésimes. Frédéric investit 3 millions d'euros par an dans chaque millésime. Bon, moi aussi j'investis, mais bon, autant vous dire que c'est pas sur les mêmes niveaux. Mais chaque salarié investit bien évidemment à sa mesure dans les millésimes Altaroc, et c'est un garant en fait d'un alignement d'intérêt qui est extrêmement fort et qui est vraiment nécessaire. Voilà. Donc là, Philippe, je te mets simplement à l'écran les fonds dans lesquels nous avons pu investir et qui composent le millésime 2023, auxquels tes clients peuvent souscrire actuellement jusqu'au 30 mars 2024. Donc. Et ici, en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans ces fonds d'investissement, on voit leurs caractéristiques financières, les durées de portage, les tailles de fonds, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui effectivement une allocation de 5 fonds qui est faite et qui est présente dans le cadre du millésime. Donc, TIA Associates, CVC Capital Partners. On va être également sur Main et on va être sur New Mountain Capital Partners et Inflection. Et même si ces noms ne disent rien à tes clients, il y a d'autres noms qui cette fois-ci peuvent justement dire quelque chose. Donc, par exemple, si je dois donner un exemple de société qui a été accompagnée par TIA Associates, je parlerai de Amplify Brands. Amplify Brands, tu me diras, mais ça me dit… Ça ne parle pas beaucoup plus. Exactement. Ça parle toujours pas à mes clients. Effectivement, et tu aurais complètement raison, Philippe. Mais par contre, si je te dis Oreo, là, ça va mieux d'un seul coup. Si je te dis les Reese, tu sais, peut-être, bon, là, c'est peut-être un peu moins connu, on va dire, mais quand même. Reese, c'est les chocolats, tu sais, américains, dans un emballage orange avec un fourrage beurre de cacahuète. Tu vois, typiquement, c'est ce genre d'entreprise, ce genre de boutiques de confiserie qui sont accompagnées par une holding qui s'appelle Amplify Brands. Et Amplify Brands, c'est détenu et ça a été transformé par TIA Associates. Comment est-ce qu'on a pu avancer avec Amplify Brands dans le cas de TIA Associates? C'était grosso modo sur 2 leviers. Le premier levier, c'était celui de la diversification du catalogue de produits. Parce que la problématique que tu avais, justement, c'était de se dire, en fait, il y a beaucoup, justement, de produits qui sont des confiseries, etc., qui sont quand même très sucrés, très grasses. Et là, on est en train d'arriver et de voir l'avènement, au final, d'une catégorie de consommateurs qui, eux, en fait, recherchent des produits qui sont peut-être moins sucrés, moins chargés et qui sont un peu meilleurs pour la santé. En fait, TIA Associates a aidé, justement, à diversifier ce catalogue. Et le deuxième point, ça a été l'internationalisation. Donc, Amplify Brands était connu quasi exclusivement aux États-Unis. Si je te posais la question, même il y a 10-15 ans, est-ce que tu connais Oreo? C'est pas forcément donné que tu aurais pu répondre à cette question. C'est clair. Et là, aujourd'hui, voilà, on a effectivement ce travail d'internationalisation a été plutôt bien mené. Et aujourd'hui, Amplify Brands est connu dans le monde entier. Donc ça, c'est typiquement justement un travail qui a pu être fait. CVC Capital Partners, qui a pu accompagner des sociétés un petit peu différentes dans leur profil, mais par exemple qui a accompagné Avast, les antivirus, qui a pu accompagner Breitling également, la marque de montres. Donc Breitling, c'était un cas qui était également hyper intéressant parce que on est sur un positionnement luxe, mais Breitling depuis quelques années, encore aujourd'hui un petit peu, mais depuis quelques années, c'était quand même fait très 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 largement distancé et concurrencé par ses comparses Rolex, Patek Philippe et d'autres marques de montres ultra premium. Et en fait, l'idée, par l'accompagnement de CVC, ça a été justement de redorer un petit peu le blason. Donc, il y a eu un dépoussiérage de la marque qui a été fait. Donc, il y a eu également une étendue et un développement de la gamme de produits qui a été réalisé avec des toquantes qui parfois peuvent coûter un peu plus de 20 000 euros. Donc, le développement du segment ultra luxe. Tu as également une internationalisation qui a été faite avec notamment le développement de la partie Asie du Sud-Est, pardon. Donc, tout ce qui est Asie émergente avec des consommateurs qui sont bien présents et qui sont friands au final de produits de luxe, Breitling a trouvé un vrai marché là-bas et continue de se développer. Breitling, d'ailleurs, ça a été pour le coup un très très beau succès, accompagné par CVC, puisque sur la société, ils ont réalisé 11 fois la mise. Donc, ils sont rentrés avec 100, ils sont ressortis avec 1200. Donc, ça a été vraiment un très très beau succès.
Et enfin, dans le cas de General Atlantic, je peux te citer par exemple le cas de Cézanne. Cézanne, qui est une boutique de vêtements qui a la particularité en fait de se développer beaucoup en ligne, d'accord. 87% du chiffre d'affaires de Cézanne est aujourd'hui réalisé en ligne, mais en fait, ils font des vêtements qui sont de top qualité, qui sont super bien construits, super bien faits. Mais leur particularité, c'est que voilà, ils ont des boutiques qui sont au final quasiment des showrooms dans lesquels tu viens tester les vêtements et repartir avec si tu es satisfait. Mais concrètement, tu es loin de l'expérience d'achat, je dirais de Zara, Boulevard Haussmann, un samedi après-midi, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très très haut de gamme. Parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure de la hausse des taux, contexte très différent. Est-ce que justement, il y a un impact qui dit hausse des taux, dit peut-être baisse des valorisations? Est-ce que c'est le bon moment par rapport à ça, même si je rejoins un petit peu ce qu'on a pu dire sur le secondaire? Bref, aujourd'hui, c'est quoi la tendance du private equity et pourquoi ça serait le moment d'investir en private equity, tout simplement? Ok. Alors, il y a deux choses que je veux te montrer dans ce cas, Philippe, et que je veux montrer à nos auditeurs. La première, je suis désolé, je fais quand même pas mal effectivement d'aller-retour sur la présentation, mais ce que je tiens vraiment à montrer, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu petit, mais je vous invite peut-être à vous rapprocher du graphique de droite. C'est ici, vous retrouvez les performances historiques moyennes du private equity et réalisées depuis les années 80, d'accord? Et ici, ce qui est assez intéressant de constater, Philippe, c'est que en moyenne, attention, j'insiste bien là-dessus, c'est en moyenne, le private equity a toujours eu des performances positives. La plupart du temps, tu es sur des performances qui sont plutôt contenues entre 10 et 15%. Parfois, ça peut aller taper du 20%, mais c'est relativement rare. Généralement, tu es plutôt entre 10 et 15. Il se trouve à 13. Okay. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que dans les pires années qu'on a pu constater sur les 40 dernières années, comme par exemple les années 90, comme par exemple l'année 2001, 2002, avec la crise Internet, les années 90, notamment 92 avec la guerre en Irak, 97 avec la crise asiatique notamment, 2007, 2008, en fait, on se retrouve sur des performances qui sont plutôt solides. Le pire millésime de private equity de l'histoire, c'est le millésime qui a été réalisé pour le coup en 1997, d'accord? Et il a généré 6% de TRI, donc 6% l'an. 6% de performance annuelle. Ça a été la pire année sur les 40 dernières années du private equity en moyenne. Et je me permets, c'est que 1997, donc c'est le pire millésime. Si vous vous souvenez bien, 1997, on est sur la crise asiatique. Crise des devises, crise de l'immobilier, crise de tout, en fait. Donc concrètement, on était sur des niveaux de valorisation qui étaient plutôt très orientés à la baisse et qui étaient assez compliqués. Et un millésime de private equity, ça dure 10 ans. D'accord? Donc, si je fais 1997 plus 10, je tombe en 2007, à la veille de la crise subprime. Donc, en fait, avec un timing à l'entrée qui est extrêmement mauvais et avec un timing à la sortie qui est extrêmement mauvais, concrètement, j'arrive à réaliser en moyenne sur du growth et du buyout 6% de TRI. Donc ici, ça montre vraiment la résilience du private equity dans sa construction, dans sa logique et dans sa génération de performance. Et la raison à cela, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est la même recette, il n'y a rien de magique. C'est que la transformation des entreprises qui sont accompagnées, c'est une transformation qui est organique. D'accord? On n'est pas sur une valorisation qui bouge et dont personne ne comprend rien. On est vraiment sur une valorisation qui est organique. Donc là, ce qui est assez intéressant, si tu veux, c'est que tu as la décomposition et tu as la dichotomie d'un Altaroc, d'un millésime Altaroc. Ce qui se passe, c'est que, mettons, par exemple, à l'issue du webinaire, tu as un de tes clients qui souhaite souscrire, par exemple, pour 100 000 euros d'Altaroc. Bien, ces 100 000 euros, Philippe, ils ne sont pas investis à l'instant T. Ils ne sont pas investis one shot. En réalité, ces 100 000 euros, ils sont investis pendant 5 ans. Et on va décaisser, comme du versement programmé de private equity, à date fixe et à quantum fixe, un certain montant de private equity. On va réaliser ce qu'on appelle des appels de fonds. D'accord? Okay. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, si jamais tes clients souhaitaient nous laisser, entre guillemets, 100 000 euros d'un seul coup à investir à l'instant T, nous, on ne pourrait pas les prendre. On ne saurait pas quoi en faire. Parce qu'on a besoin de temps pour pouvoir trouver les entreprises, les accompagner, etc. Donc, en fait, typiquement, on n'appelle pas tout d'un coup, on appelle petit à petit. Okay? Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un effet, il y a un bienfait qui fonctionne par ce système-là. C'est celui, en fait, simplement de la diversification des appels de fonds. C'est-à-dire que concrètement, et du market timing.
C'est-à-dire que concrètement, tu n'as pas un point d'entrée, tu en as 5. Vu que l'investissement est lissé sur 5 ans, en réalité, tu as 5 points d'entrée. Et si on regarde les points de sortie, donc qui sont matérialisés ici par les cubes qui sont en vert, enfin en turquoise, et ben en fait, tu as à peu près 7 points de sortie. Donc à partir de l'année 4, tes clients commencent à percevoir des distributions et qui les accompagnent jusqu'en année 10. Donc en fait, tu as 5 points d'entrée différents et tu as à peu près 7 points de sortie différents. Ce qui, dans le cadre je dirais, d'un millésime de 10 ans, hein, si tu veux, permet vraiment de complètement évacuer cette notion de market timing et de lisser son investissement. Je reviens sur le graphique que tu as affiché avant. On a eu une question, parce qu'effectivement, c'est des performances moyennes de la classe d'actifs du private equity. Et on a une question de Bruno qui nous dit, sur ces moyennes, y a-t-il des fonds négatifs? Oui, absolument, absolument. C'est vraiment justement la logique d'une moyenne, c'est que vous avez du négatif, vous avez du positif. Et donc, vous avez bien évidemment des fonds qui ont été en négatif pendant cette période, donc qui ont détruit du capital. Maintenant, bon, nous, l'idée, ça reste quand même justement plutôt de se positionner sur des fonds qui ont un historique de performance extrêmement long, donc de 30, 40, 50 ans, et qui ont ce qu'on appelle un playbook, qui est en réalité un mode d'emploi de réplication de la performance. Je prends un exemple très simple, Philippe. Imaginons par exemple, encore une fois, tu as ton fonds d'investissement, d'accord, et tu réalises une année 100% de performance, donc tu doubles la mise de tes clients, et l'année d'après, tu fais 0% de performance. Si je prends ton TRI, donc ta performance annualisée à 2 ans, elle est de 50%. C'est monstrueux, c'est une magnifique performance annualisée. Mais en réalité, la variance de cette performance est extrêmement forte. Une année, ça a été jackpot, tu as doublé la mise, et l'année 2, concrètement, il y a 0 valeur qui a été créée. Ça, typiquement, c'est le genre de fonds que nous, on va écarter de notre sélection de valeurs. On préfère en fait avoir des fonds qui vont générer des performances plutôt, je dirais, prudentes, plutôt conservatrices, on va dire, 15, 20%, aller jusqu'à 25% de TRI, d'accord, qui est effectivement plutôt contenu en ce qui concerne l'univers du private equity, mais qui vont être en capacité de répéter ces succès d'une année sur l'autre, d'accord. L'idée, c'est vraiment d'avoir, quitte à avoir des fonds d'investissement, on préfère un fonds qui va faire 16 ou 17% chaque année, plutôt qu'un fonds qui va faire 25% l'année 1, 0% ou 2% l'année suivante, et après qui va reprendre du 40%. Enfin bref, on veut de la lisibilité. De la régularité et de la lisibilité. Absolument. Très clair. Parfait. Merci pour ton retour. On a une autre question, et du coup, elle fait assez écho avec le slide qui est affiché, de Frédéric, qui nous disait un peu plus tôt dans le webinaire, donc on signe un engagement sur 4 ans minimum. Juste la question, la réponse, bien sûr qu'on l'a, mais c'est juste pour comprendre en fait quelle est la durée entre le moment, parce que là, ok, il y a 5 appels de fonds, tu as 7 distributions pour le coup. En fait, c'est comment ça fonctionne à partir du moment où tu décides, ok, maintenant, voilà, ce soir, pam, on décide de mettre en place du private equity pour un ticket minimum de 100 000 euros, parce que je précise quand même que c'est des tickets minimum de 100 000 euros pour le coup. Comment ça fonctionne? Quelle durée d'un point de vue pratique? Là, c'est 10 ans. Est-ce que c'est toujours 10 ans? Oui, tout à fait. Alors en fait, concrètement, il y a une marge de sécurité qui est prise. C'est en fait réglementairement parlant, c'est 10 ans, et on a la possibilité, qui sont des fonds de continuation qui permettent de liquider des actifs restants auquel cas, de rajouter en fait deux rallonges entre guillemets de 1 an et 1 an. Donc en fait, ça peut être 10 plus 1 plus 1, donc 12 ans au total. Bon, je le dis tout de suite. En fait, il n'y a pas, les fonds de continuation, donc la rallonge de plus 1 n'a jamais été utilisée ni par les millésimes Altaroc, ni jamais dans l'historique des fonds que nous avons pu accompagner, des gérants que nous avons pu accompagner. Mais malgré tout, effectivement, c'est une éventualité. Maintenant, comment fonctionne justement un Altaroc? Bon, déjà, effectivement, l'engagement, il est de 100 000 euros. Mais il y a un point qui est important, Philippe, c'est que il faut vraiment faire attention et bien distinguer engagement et décaissement. En fait, l'engagement, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu veux allouer au private equity. Et le décaissement, c'est ce qui va être appelé annuellement. Donc, en fait, tu t'engages sur 100 000 euros, mais tu es décaissé de 20 000 euros par an pendant 5 ans. Donc, en fait, en termes de trésorerie, c'est pas la même chose pour tes clients. Tu décaisses beaucoup moins. C'est 20 000 euros par an pendant 5 ans. Et en tout, oui, effectivement, ça te fait 100 000 euros. Et donc, la durée de vie d'un investissement, c'est donc standard, de façon standard, c'est 10 ans. Mais en 10 ans, il s'en passe des choses. En 10 ans, comme on peut le voir ici sur le graphique, il y a, sur les 5 premières années, l'accompagnement des sociétés. Donc, les briques noires, c'est l'investissement dans des sociétés qu'on va accompagner, donc qu'on va acquérir. La transformation de ces sociétés, la cession de ces sociétés,
La redistribution du capital initial, donc les 100 000 euros qui ont servi pour pouvoir lancer la machine. Donc, généralement, le capital a fini d'être redistribué entre l'année 4 et l'année 7. On voit ici sur la ligne flux financier net cumulé qu'on atteint justement notre point bas, enfin notre point neutre en année 7. Et ensuite, à partir de l'année 7, eh bien, on va distribuer la plus-value. Donc, on va céder les entreprises restantes et on va distribuer la plus-value. Une plus-value estimée à 70 000 euros pour 100 000 euros investis, donc ce qui correspond à un multiple de 1,7 fois la mise, d'accord? Je rentre avec 100 000, je ressors avec 170, ça me fait 1,7 fois la mise, et ce qui correspond à un taux de rendement interne de 13%. Okay.